Nouvelle de Jack London. 1000 fois mort. Lecture de Sylvie Morel-Pinatel. 1000 fois mort. Il devait bien y avoir une bonne heure que j'étais dans l'eau. J'avais froid, j'étais littéralement épuisé, et une terrible crampe me tenaillait le mollet droit. Je pensais que ma dernière heure était arrivée. Je luttais sans espoir contre les vagues inlassables, et j'avais peu à peu vu s'éteindre l'affolant cortège des lumières sur le quai. Je m'apprêtais à faire face au courant et revoyais avec tristesse la vie gâchée qui avait été la mienne et qui semblait sur le point de s'achever. J'avais eu la chance de naître dans une famille d'excellentes souches anglaises, mais de parents beaucoup plus familiers avec la lecture de leurs comptes en banque qu'avec la connaissance des enfants et leur éducation. En bref, j'étais née avec une cuillère en argent dans la bouche, mais n'avais jamais connu la tendre atmosphère du cercle de famille. Mon père, homme très instruit et antiquaire connu, ne consacrait aucune de ses pensées à sa famille, absorbé qu'il était par ses études envahissantes, tandis que ma mère, bien plus réputée par sa beauté que par son intelligence, consacrait tout son temps aux futilités d'une société où elle nageait comme un poisson dans l'eau. J'allais à l'école, puis à l'université, ce qui était normal pour un garçon anglais de la bonne bourgeoisie, et comme les années qui passaient m'apportaient force et tempérament, mes parents s'aperçurent que j'avais une âme, et s'efforcèrent de mettre un frein à son épanouissement. Mais c'était trop tard. Je commis alors la plus audacieuse et la plus folle de toutes les folies, à la suite de quoi je fus désavoué par les gens de ma caste, et mis au banc d'une société que j'avais depuis si longtemps bafouée. Avec les 1000 livres que mon père me donna, et le serment que je lui fis de ne plus jamais le revoir, et de ne plus lui demander un sou, je pris un billet de première classe pour l'Australie. Depuis, ma vie n'a été qu'un long voyage entre l'Orient et l'Occident, entre l'Arctique et l'Antarctique, pour me retrouver enfin aujourd'hui, à 30 ans, bon marin et en pleine possession de mes moyens, en train de me noyer dans la baie de San Francisco. Tout cela à cause d'un essai désastreusement réussi de déserter mon bateau. Ma jambe droite était douloureusement contractée par cette crampe et je souffrais un millier de morts. Une brise indolente faisait maintenant clapoter la mer à bout de souffle et l'eau salée descendait dans ma bouche et dans ma gorge sans que je n'y puisse rien. J'essayais par routine de me maintenir en surface et devins peu à peu inconscient. J'ai encore le souvenir impalpable d'avoir dérivé comme un bouchon sur l'eau, et j'entrevois comme dans un nuage la lumière de tribord d'un steamer qui remontait le courant. Puis ce fut le vide. J'entendis le léger bourdonnement des insectes qui tournoyaient dans l'air et sentis un matin embaumé de printemps me caresser le visage. Peu à peu, le rythme de la vie reprit son cours et mon corps semblait répondre à ses douces pulsations. Je flottais miraculeusement sur une mer estivale, montant et descendant comme en un rêve miraculeux au gré des vagues chantonnantes. Puis les pulsations devinrent plus fortes, le bourdonnement plus intensif, les vagues plus puissantes et plus fières. J'étais maintenant au cœur d'une mer déchaînée. J'avais l'impression de frôler la mort. Des éclairs subits et aveuglants crépitaient sur la toile de fond de ma conscience, et mes oreilles tambourinaient aux sons multiples des eaux. Puis il y eut le craquement mat d'une irréalité intangible, et je me réveillai. La scène dont j'étais le héros était pour le moins curieuse. Un seul regard circulaire suffit pour m'apercevoir
que j'étais étendu dans la cabine du yacht de quelques gentlemen, dans une position pour le moins très inconfortable. De chaque côté de mon corps, pétrissant mes avant-bras et les faisant fonctionner de haut en bas et de bas en haut, comme s'il ne se fût agi que de vulgaires poignées de pompe, il y avait deux êtres à la peau basanée, vêtus de façon très spéciale. Je suis extrêmement familier avec les races les plus primitives, mais je ne pouvais absolument pas situer leur origine. On avait enroulé autour de ma tête une sorte de foulard qui reliait tant bien que mal mes organes respiratoires avec la machine que je vais bientôt décrire. On avait cependant bouché mes narines pour m'obliger à respirer par la bouche. Naturellement raccourci par l'oblique de la ligne de vision, je pouvais voir deux petits tubes, tout semblables à de petits tuyaux d'arrosage, mais d'une matière complètement différente, qui sortaient de ma bouche et s'en allaient de part et d'autre de celle-ci. Le premier se terminait brutalement sur le sol à côté de moi, et l'autre, après de nombreuses boucles, était relié à l'appareil que j'ai promis de décrire. Avant de mener cette vie de vagabond qui est maintenant la mienne, j'avais été passionné par les sciences et m'étais familiarisé avec tous les appareils et les accessoires qu'on peut découvrir dans le laboratoire, ce qui me permit d'apprécier à sa juste valeur l'engin dans lequel je me trouvais enfermé. Il était principalement construit en verre, de ce verre grossier qu'on emploie pour fabriquer des instruments de laboratoire. Un récipient rempli d'eau était ceinturé par une chambre à air dans laquelle on avait fixé un tube vertical surmonté d'un bocal. Au centre de toute cette construction se trouvait un cadran indicateur de vide. L'eau du tube montait et descendait, créant ainsi un mouvement alternant qui m'était communiqué par le tuyau. De cette façon, et avec les deux hommes qui pompaient si vigoureusement mes bras, on avait réussi à créer une sorte de respiration artificielle. Ma poitrine se gonflait et se vidait, et mes poumons, suivant le mouvement, avaient en quelque sorte persuadé à la nature défaillante de reprendre le travail qu'elle avait momentanément abandonné. J'ouvris les yeux. On retira tous les appareils qui encombraient ma tête, mes narines et ma bouche. J'avalai 3 doigts bien tassés de brandy, me relevai tant bien que mal pour remercier mon sauveteur et me trouvai en présence de mon père. Les nombreuses années durant lesquelles j'avais copiné avec le danger m'avaient appris à me maîtriser et j'attendis qu'il me reconnaisse. Mais non, il ne voyait en moi qu'un simple marin fugitif et me traitait comme tel. Me laissant aux mains de ces nègres, il parut s'absorber dans la révision des notes qu'il avait prises au cours de ma résurrection. Tandis que j'étais attablé devant un excellent repas, le remue-ménage qui se fit sur le pont, les chants des marins et le cliquetis des chaînes et des poulies me firent penser qu'on partait. Quelle drôle de situation! Enfermé sur un bateau en plein milieu du Pacifique, avec comme geôlier mon père. Je me rendais à peine compte, tout en riant moi-même, que cette farce ne tournerait pas à mon avantage. Si j'en avais eu la moindre conscience, je me serais rejeté à l'eau et aurais accueilli, comme un bienfaiteur, le bourbier nauséabond dont je venais à peine de sortir. Je ne fus pas autorisé à monter sur le pont avant que nous ayons franchi les Farallones et le dernier bateau pilote. J'appréciais à sa juste valeur cette précaution de la part de mon père et me fis un point d'honneur de l'en remercier chaleureusement avec les mots bourrus dont se servent les marins. Je ne pouvais évidemment pas soupçonner qu'il ne pensait qu'à lui-même, en ne signalant ma présence à personne d'autre qu'à son équipage. Il se mit à me raconter comment j'avais été sauvé par ces marins
et m'assura que c'était lui qui était mon obligé, mon apparition ayant été des plus opportunes. En effet, il avait construit tout cet appareil pour démontrer la véracité d'une théorie qu'il avait fait sienne sur certains phénomènes biologiques, et ma venue lui avait donné ainsi l'occasion de s'en servir. « Vous m'avez permis de prouver que j'avais raison, et cela bien au-delà de mes espérances, » dit-il. Puis il ajouta dans un soupir, « Le malheur, c'est que ça ne soit que dans le petit domaine de la noyade. » Il m'octroya généreusement une avance de 2 livres sur mon futur salaire de marin à son bord, ce que je considérais comme très agréable, car il n'avait nul besoin de moi. Contrairement à mon attente, je ne fus pas obligé de rejoindre, pour mes repas, le réfectoire des autres marins. Bénéficiant d'une cabine très confortable, je mangeais à la table du capitaine. Il avait dû sentir que je n'étais pas un marin ordinaire, et je décidai de mettre tout en œuvre pour me réinstaller dans ses bonnes grâces. Je m'inventais un passé imaginaire pour rendre plausible mon éducation et ma situation actuelle, et fis de mon mieux pour m'intéresser à ses recherches. Je ne fus pas long à me découvrir une véritable passion pour toutes ces expériences, ni lui pour apprécier mes talents. Il me nomma donc son assistant et me gratifia d'augmentations substantielles. Très vite, comme il se confiait à moi et m'exposait ses théories, je devins aussi enthousiaste que lui-même. Les jours passaient avec rapidité, tant je me passionnais pour mes nouvelles études. Je passais tout mon temps libre dans son opulente bibliothèque. J'étais attentif à tous ses projets, et je l'aidais de mon mieux dans ses travaux de laboratoire. Nous étions souvent obligés d'interrompre nos expériences, nombreuses et exaltantes, car un bateau ballotté par les flots n'est certes pas la place idéale pour des tâches délicates ou compliquées. Mais il me promit beaucoup d'heures exaltantes dans le magnifique laboratoire qui nous attendait. Il avait pris possession d'un îlot de la mer du Sud, inconnu des cartographes, comme il se plaisait à le dire, et l'avait transformé en un véritable paradis pour scientifiques. Il ne s'était pas passé beaucoup de temps après que nous avions jeté l'ancre sur cet îlot pour que je découvre dans quel horrible traquenard je m'étais laissé entraîner. Mais avant de décrire les étranges choses qui s'y mijotaient, il me faut brièvement exposer les raisons qui ont poussé mon père à tenter une expérience tellement effrayante qu'elle n'avait jusqu'alors jamais été réalisée sur l'espèce humaine. Vers la fin de sa vie, mon père avait abandonné les charmes surannés des antiquités pour succomber à ceux, plus fascinants, qui sont généralement rassemblés sous le terme de biologie. Ayant acquis une base suffisante de cette science pendant son jeune âge, il n'eut aucun mal à en explorer les moindres recoins et avait abouti aux extrêmes limites où les savants renoncent de s'aventurer. Il avait même dépassé ses limites et s'était retrouvé dans les territoires vierges de l'inconnu. Il voulait pousser bien plus loin l'exploration de ces territoires que personne ne revendiquait, et c'est à ce stade que nos destins se sont croisés. Moi, comme j'avais une intelligence au-dessus de la moyenne, et je n'hésite pas à le dire, j'ai percé à jour toutes ces spéculations, toutes ces méthodes de raisonnement, et suis devenu aussi imbattable que lui sur ce sujet. Mais je ne devrais pas le dire. En effet, les merveilleux résultats que nous avons obtenus par la suite prouvent amplement que je suis normal, alors que lui, il faut bien le reconnaître, représente le spécimen le plus dangereux de cruauté commise de sang-froid que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Après avoir exploré les doubles mystères de la physiologie et de la psychologie,
il se trouva en face d'un domaine immense et encore inexploré. Au lieu d'y pénétrer de plein fouet comme certains l'auraient fait, il entreprit des études très poussées en chimie organique, en pathologie, en toxicologie et en d'autres sciences et sous-sciences nécessaires à étayer ses hypothèses spéculatives. Il prit d'abord comme postulat que la cause directe de l'arrêt provisoire ou permanent de la vie est due à la coagulation de certains éléments du protoplasme. Il avait donc isolé ces éléments et s'était livré sur eux à des expériences variées et nombreuses. Puisque l'arrêt temporaire de la vie entraînait le coma chez un individu et l'arrêt permanent, la mort, il en déduisit que si l'on pouvait par des moyens artificiels retarder la coagulation de ce protoplasme, on pourrait empêcher, et dans certains cas extrêmes, vaincre cette solidification. Si l'on veut, pour épargner au lecteur toute cette terminologie scientifique, il pensait démontrer que la mort, quand elle n'est pas la conséquence d'une violence quelconque, c'est-à-dire si aucun organe vital n'a été endommagé, n'est plus ou moins que la suspension de la vitalité, et que dans ce cas, on pouvait obliger la vie à reprendre ses fonctions par des moyens spécifiques artificiels. Il voulait découvrir ces moyens, et en mettant en pratique ces théories, prouver la possibilité de rendre la vie à un organisme qu'elle avait déjà fui. Naturellement, il se rendait compte que cette proposition n'était absolument pas valable si le sujet en était déjà au stade de la décomposition. Il avait donc besoin, pour réussir, d'avoir entre les mains des organismes dont la mort remontait au plus tard à 24 heures. Avec moi, d'une façon assez brutale, il avait prouvé la véracité de ces théories. Je m'étais vraiment noyé. J'étais vraiment mort lorsqu'il m'avait repêché dans les eaux de la baie de San Francisco. Et il avait rallumé en moi l'étincelle de vie grâce à son appareil aérothérapeutique, comme il se plaisait à l'appeler. Venons-en maintenant aux nombreux projets qui me concernaient. Il commença à me prouver que j'étais totalement sous sa domination. Il avait fait partir pour une année son yacht et n'avait conservé que ces 2 nègres qui lui étaient complètement soumis. Puis il se lança dans un bilan très approfondi de sa théorie, me décrivant la méthode de preuve qu'il avait adoptée, et conclut par l'effroyable annonce que j'allais constituer son champ d'expérience. Je m'étais déjà plusieurs fois trouvé face à face avec la mort, et dans beaucoup d'aventures désespérées. J'avais déjà eu l'occasion de soupeser avec effroi mes chances de survie. Mais je dois dire que je n'avais jamais été confronté à une situation pareille. Je jure que je ne suis pas peureux, mais cette proposition de me promener en zigzag sur la frontière de la mort déclencha chez moi une peur panique. Je demandai un temps de réflexion qui me fut accordé à la condition que je me soumette dès qu'il commencerait ses travaux. Il n'était absolument pas question de s'évader de l'île, et je ne pouvais me résoudre à m'en échapper par le suicide, bien que cette solution désespérée me semblât de bien loin préférable à tout ce que je me disposais à subir. Mon seul espoir était donc de liquider mes ravisseurs, mais là encore, les précautions que prenait mon père contrecarraient mes espérances. J'étais soumis à une surveillance constante, et même pendant mon sommeil, les nègres montaient la garde à tour de rôle à la porte de ma chambre. Ayant en vain plaidé ma cause et à bout d'arguments, je lui révélai que j'étais son fils et le lui prouvai. C'était là ma dernière carte, et j'avais placé sur elle tous mes espoirs, mais il fut inexorable. Je n'avais pas en face de moi un père,
mais une effroyable machine scientifique. J'en vins à me demander comment il avait pu épouser ma mère, ou même m'engendrer, car il n'y avait pas la plus petite trace de sentiment dans ses façons d'agir. Il ne connaissait que ce qui était raisonnable, et ne pouvait évidemment pas comprendre l'amour ou l'amitié qu'il considérait certainement comme de petites faiblesses desquelles il fallait triompher. Il me déclara alors que, puisqu'il m'avait, dans un premier temps, donné la vie, il se sentait plus que tout autre autorisé à me la reprendre. Tel n'était pas cependant à l'entendre parler son désir. Il ne voulait que me l'emprunter de temps à autre, me promettant de me la rendre à des échéances très précises, auxquelles il se ferait un point d'honneur de se tenir. Il y avait évidemment quelques dangers à cette affaire, mais c'était bien là le moins. Toute affaire humaine comportant une certaine dose de risque inéluctable. Pour assurer un plein succès à ses expériences, il souhaitait me voir en pleine forme. Dans ce but, il me mit à la diète et m'entraîna comme un grand athlète avant un combat décisif. Que pouvais-je faire? Si je désirais triompher de tous les dangers, mieux valait que je sois en bonne condition physique. Dans les temps de repos qu'il m'accordait, il m'autorisait à l'aider dans l'agencement de l'appareil et me permettait de réaliser quelques expériences secondaires. L'intérêt que je prenais à de telles opérations était inimaginable. J'en étais arrivé à maîtriser aussi bien que lui les expériences qu'il me laissait faire, et j'avais souvent la satisfaction de le voir mettre en pratique quelques-unes de mes suggestions ou modifications. Après de telles joies, je souriais en moi-même d'un rire assez jaune, conscient que j'étais de préparer moi-même mes propres funérailles. Il fit une première série d'expériences centrées sur la toxicomanie. Lorsque tout fut prêt, il me tua par une dose mortelle de strychnine et je restai mort une bonne vingtaine d'heures. Durant tout ce laps de temps, mon corps était mort, absolument mort, et toute respiration, toute circulation avait cessé. Ce qui fut vraiment effrayant, c'est que pendant tout le temps nécessaire à la coagulation protoplasmique, je restais parfaitement conscient et pus l'étudier jusque dans ses moindres détails. L'appareil utilisé pour me faire retrouver la vie consistait en une chambre étanche construite à mes dimensions. Le mécanisme en était fort simple. Quelques valves, une soupape rotative, une manivelle et un moteur électrique. Pendant son fonctionnement, l'atmosphère intérieure était alternativement comprimée puis relâchée, et cette alternance communiquait à mes poumons une respiration artificielle sans intervention de tuyaux comme dans les précédentes expériences. Bien que mon corps fût inerte, et pour autant que je puisse m'en être rendu compte, je fus conscient de tout ce qui se passait au début de ma décomposition. Je m'étais parfaitement rendu compte lorsqu'il m'avait placé dans la chambre. Malgré mes sens suspendus, j'avais très bien perçu les injections hypodermiques d'un composé dont la propriété était de réagir contre la coagulation. Puis on ferma la chambre et la machine se mit à travailler. J'avais une peur bleue, mais ma circulation redevint peu à peu normale, mes différents organes retrouvèrent leurs fonctions respectives, et, au bout d'1 heure de temps, j'étais sur pied et avalais un fort copieux repas. Dire que je participais vraiment à cette série d'expériences et aux autres qui suivirent serait falsifier la vérité. Mais après 2 tentatives infructueuses pour m'y dérober, je commençais à y prendre un certain intérêt, l'habitude aidant. Mon père, transporté de joie par ses succès, rendait au fur et à mesure que les mois s'écoulaient ses expériences plus difficiles.
Nous avions déjà vu les 3 grandes catégories de poisons généralement admises: les neurotiques, les gaz et les irritants. Nous avions cependant évité certains irritants minéraux. Et nous avions passé en revue tout le lot des poisons corrosifs. Durant toute cette période poison, je m'habituais tout à fait à l'idée de mourir, d'autant plus qu'il n'y eut qu'un très léger incident pour ébranler ma confiance grandissante. Incisant nombre de petits vaisseaux sanguins dans mon bras, il y introduit une minuscule dose de l'un des poisons les plus terrifiants qui puissent exister, le poison des flèches, le curare. Au début, je perdis connaissance, puis ma respiration cessa, ainsi que ma circulation, très vite. La solidification du protoplasme était si avancée qu'il commençait à perdre espoir. Mais, à la dernière seconde, il appliqua une méthode sur laquelle il travaillait depuis de nombreux mois, et les premiers résultats furent tels qu'il redoubla ses efforts. Dans une ampoule vide, presque pareille à celle de Crookes, il avait installé un champ magnétique. Si on lui administrait une lumière polarisée, ce champ magnétique ne donnait aucun phénomène de phosphorescence et n'émettait aucune projection droite d'atomes, mais créait un rayon invisible similaire aux rayons X. Tandis que ces derniers pouvaient faire voir des objets opaques placés dans des milieux non transparents, le rayon qu'on obtenait ainsi avait des caractéristiques plus subtiles. Avec lui, mon père photographia mon corps et trouva, sur la plaque négative, un brouillard d'innombrables petites taches dues aux mouvements chimiques et électriques qui restaient encore en moi. C'était une preuve indubitable que la rigidité cadavérique dans laquelle j'étais plongé n'était qu'apparente, et que ces forces mystérieuses, ces liens délicats qui retenaient mon âme à mon corps, étaient encore actifs. Les séquelles dues à l'administration de la plupart des poisons étaient pratiquement inapparentes, sauf lorsqu'il s'agissait de mercure. J'étais alors entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Une autre série d'expériences passionnantes fut celle que mon père réalisa avec l'électricité. Nous vérifiâmes la loi de Tesla, selon laquelle les hautes tensions étaient sans danger pour la personne humaine, en électrocutant mon corps à 100 000 volts. Comme prévu, il ne s'ensuivit absolument rien, ce qui fait qu'on utilisa une tension de 2500 volts pour m'envoyer ad patres. Mon père se paya alors le luxe de me laisser mort, ou dans un état de vie suspendu, pendant 3 jours pleins. Il lui fallut 4 bonnes heures pour me remettre sur pied. Une autre fois, il survolta ma joue. Mais j'eus tellement peur de mourir que je refusais catégoriquement de recommencer pareille expérience. Les morts les plus aisées furent celles provoquées par l'asphyxie, comme la noyade, l'étranglement ou le gaz. Je passe sous silence celles produites par la morphine, l'opium, la cocaïne et le chloroforme, qui étaient réellement un jeu d'enfant. Une autre fois, après ma mort, il me plaça dans une chambre froide pendant 3 mois, à mi-température entre le gel et la fonte. J'ignorais tout de cette expérience et rétrospectivement j'eus très peur. Je commençais d'ailleurs à avoir très peur de ce qu'il pouvait faire de moi quand j'étais dans un état de mort apparente, et mes frayeurs s'intensifièrent lorsque je le vis s'intéresser de très près à la vivisection. La dernière fois qu'il m'avait ressuscité, j'avais découvert qu'il avait touché à ma poitrine. Et bien qu'il les eût refermés et cousus avec un soin extrême, les incisions étaient si profondes que je dus garder le lit pendant quelque temps. Ce fut pendant cette convalescence
que je mis au point le plan qui me permettrait enfin de m'échapper. Tandis que je feignais un enthousiasme délirant pour le travail, je demandai et obtins quelques jours de congé au milieu de mes occupations mortuaires. Je consacrais entièrement cette période à des travaux intensifs de laboratoire. Et il était bien trop plongé dans la vivisection de nombreux animaux que lui ramenaient ces noirs pour s'occuper de ce que je faisais. J'avais fondé ma théorie sur ces deux propositions. Premièrement, l'électrolyse ou la décomposition de l'eau en ces deux gaz par l'électricité et deuxièmement, l'existence hypothétique d'une force contraire à la gravitation et que Astor appelle l'apergie. L'attraction terrestre attire les objets les uns vers les autres sans les mélanger. L'apergie, au contraire, repousse les objets. Allons plus loin. L'attraction atomique ou moléculaire attire non seulement les objets les uns vers les autres, mais les fait fusionner. Je désirais obtenir une force contraire à celle-là qui permette la désintégration des corps. Et non seulement je voulais l'obtenir, mais je voulais en plus pouvoir la diriger à mon gré. Les molécules d'oxygène et d'hydrogène, réagissant les unes sur les autres, permettent la formation de nouvelles molécules comportant ces deux éléments et nous obtenons alors de l'eau. L'électrolyse oblige ces molécules à éclater et à revenir à leurs conditions premières, produisant deux gaz bien séparés. La force que je désirais trouver ne devait pas se borner à désintégrer ces deux éléments, mais tous les éléments, sans distinction et sans tenir compte du milieu ambiant. Si je pouvais attirer mon père à l'intérieur de ces rayons, il serait instantanément désintégré, se volatiliserait de tous côtés, éparpillant dans l'air ces éléments dissociés. Il ne faut pas croire que cette force, que je parvins enfin à isoler, réduisait à néant la matière. En réalité, elle ne détruisait que la forme. D'un autre côté, elle n'avait aucun effet, comme je devais le découvrir plus tard, sur les structures inorganiques, mais elle était absolument fatale à toute structure organique. Ceci m'étonna tout d'abord, mais si j'y avais réfléchi de plus près, je me serais rendu compte que le nombre d'atomes dans les molécules organiques étant plus élevé et d'une disposition plus complexe que dans les molécules minérales, il en résulte que les composés organiques sont bien plus instables que les composés minéraux. On peut s'en apercevoir par la facilité désinvolte avec laquelle les forces physiques et les réactifs chimiques les désintègrent. Grâce à deux puissantes batteries que je reliais à des aimants spécialement fabriqués dans ce but, je projetais en avant deux forces formidables. Considérées isolément, ces forces étaient parfaitement inoffensives, mais devenaient opérationnelles dès qu'elles se rencontraient en un point donné de l'atmosphère. J'avais eu l'occasion de me rendre compte que tout cela marchait parfaitement, ayant moi-même échappé de peu à une désintégration provoquée, et je tendis mon piège. Dissimulant mes aimants, de telle sorte que leurs forces conjuguées délimitaient dans le cadre de ma porte un champ magnétique mortel, je plaçai à mon chevet un bouton qui me permettait de connecter le courant qui provenait des batteries. Puis je me mis au lit. Les nègres gardaient mes quartiers pendant la nuit, l'un relevant l'autre à minuit. Dès que le premier homme se présenta, je mis le contact. J'eus à peine le temps d'entrer dans mon premier sommeil que je fus réveillé en sursaut par un tintement métallique. Là, sur le seuil de ma porte, gisait le collier de Dan, le Saint-Bernard de mon père. Mon geôlier se précipita pour le ramasser, mais disparut comme un courant d'air, et ses vêtements s'entassèrent sur le sol. Une vague odeur d'ossement imprégna l'atmosphère,
mais comme les principaux composants gazeux de son corps étaient l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène, aussi incolores qu'inodores, il n'y eut aucune autre manifestation tangible de son départ pour un monde plus heureux. Je coupais alors le courant, secouais ses vêtements, il en tomba une poussière charbonneuse qui ressemblait à du noir animal, et quelques autres poudres que je classais immédiatement en tant qu'éléments isolés et solides de son organisme, comme le sulfure, la potasse et le fer. Puis je remis en place le piège et regagnai mon lit. À minuit, je me levai pour ramasser les restes de mon second nègre et m'endormis du sommeil du juste jusqu'au lendemain matin. Je fus réveillé par la voix tonitruante de mon père qui m'appelait du fin fond de son laboratoire. Je me mis à rire en moi-même. Comme il n'y avait eu personne pour le réveiller, il s'était levé trop tard. Je l'entendis approcher de ma chambre pour me faire lever. Moi, je m'assis sur mon lit pour mieux contempler sa transformation. Je crois que le mot « apothéose » serait mieux approprié à une telle circonstance. Il s'arrêta un instant sur le seuil, puis fit un pas fatal. Ce fut comme le bruit du vent soufflant dans la cime des pins. Il était mort. Ses vêtements tombèrent sur le sol en une danse fantastique. Mais, contrairement à mon attente, il ne sentait pas l'ozone, mais une sorte d'odeur à base de phosphore ressemblant à s'y méprendre à celle de l'ail. Un petit tas de solide élémentaire gisait au milieu de ses vêtements. Ce fut tout. Le monde entier s'ouvrait devant moi. Mes ravisseurs avaient disparu.